La confirmation diagnostique d'amylose donc à transthyrétine, qu'elle soit cardiaque ou neurologique, donc les recommandations aujourd'hui sont claires. Dans un premier temps, on va rechercher les signes compatibles avec la cardiopathie ou la neuropathie. Donc en cas de suspicion d'atteinte cardiaque, ça va être la réalisation d'un électrocardiogramme, la recherche des biomarqueurs cardiaques, NT-proBNP, troponinémie, qui vont être souvent élevés, voire très élevés, et enfin une échocardiographie. Donc cette échocardiographie, elle va rechercher les signes un peu plus spécifiques, à savoir l'épaississement du septum, l'hypertrophie septale, et l'altération de la déformabilité du myocarde, qu'on appelle également le strain. Pour la neuropathie, ça va être la réalisation d'un électroneuromyogramme qui va rechercher donc une polyneuropathie, longueur dépendante, préférentiellement axonale. Donc, suite à tout ça, pour confirmer le diagnostic sur le plan cardiaque, on va commencer, ça va être la réalisation d'une scintigraphie osseuse qui va retrouver donc une hyperfixation cardiaque qui est pathognomonique de la maladie. Suite à cela, donc, on va faire un bilan de gammapathie qui va chercher à exclure l'amylose cardiaque AL, qui est beaucoup plus grave et heureusement beaucoup plus rare que la transthyrétine. En cas de bilan de gammapathie positive, donc, on va être amené à réaliser des biopsies pour typer histologiquement l'amylose. Et donc, que ce soit après pour la forme cardiaque ou neurologique, on va systématiquement faire un génotypage du gène de la transthyrétine, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Alors ce suivi, du coup, est très dépendant du type d'atteinte de ces patients. Un canal carpien seul, sans signe de cardiopathie ou de neuropathie amyloïde, mais chez qui on a retrouvé de l'amylose dans la synoviale des canaux carpiens, il va falloir vraiment surveiller l'apparition de signes cardiologiques ou neurologiques par la suite de façon très régulière. Avec par exemple la réalisation des biomarqueurs de façon annuelle, voire pluriannuelle, et ne pas hésiter à répéter donc les examens qui servent à confirmer le diagnostic au moindre doute. Alors l'importance du diagnostic précoce dans l'amylose à transthyrétine, on comprend rapidement que cette maladie qui est progressive et irréversible va pâtir lourdement finalement du retard diagnostique, ce qui est encore le cas aujourd'hui. La plupart des patients sont diagnostiqués à un stade tardif. Et donc, quel que soit le traitement aujourd'hui, on sait qu'il ne va pas y avoir de retour en arrière possible. On va vraiment fixer la maladie au moment du diagnostic et donc du traitement. C'est là qu'intervient le canal carpien. On sait que ça survient en général 5 à 10 ans avant le diagnostic, en l'occurrence de la forme cardiaque, symptomatique. Et donc il pourrait y avoir un intérêt chez les patients opérés d'un canal carpien à aller rechercher la maladie très rapidement après l'opération. Donc les recommandations aujourd'hui ne sont pas très claires, mais je pense que l'application de l'algorithme diagnostique dont j'ai parlé avant, à savoir donc les biomarqueurs, le CG, l'échocardiographie, au moindre doute la scintigraphie, le bilan de gammapathie et le génotypage, permettrait peut-être d'en faire un diagnostic précoce. Et en l'absence donc d'atteinte cardiaque au moment de l'opération de canal carpien, ça pourrait être important d'effectuer un suivi à intervalles réguliers, bien qu'on ne soit pas aujourd'hui fixé, qu'on n'ait pas de consensus sur le rythme de suivi et sur les examens réalisés.